Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur BFM Tech et Tech Co. Cette semaine, on va faire une émission un peu business, voilà, pour changer, un peu prospective aussi, puisqu'on va revenir sur le feuilleton du rachat de Warner Bros. Ça a animé tout Hollywood et même au-delà pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. On en avait parlé d'ailleurs dans l'émission au moment où le deal allait se conclure. On avait fait, je crois, 2 jours avant que l'annonce soit officielle. À l'époque, il y avait 2 gros candidats au rachat de ce mastodonte du cinéma et de la télé. Il y avait d'un côté Netflix, de l'autre Paramount Skydance. Moi, j'avais parié que Netflix l'emporterait. Il y avait 2 invités en plateau. L'un n'avait pas voulu se prononcer, l'autre avait dit « N'oublions pas Paramount ». J'aurais dû l'écouter, puisque Netflix, on a tous cru que Netflix avait gagné. Pendant 3 mois, c'est Netflix qui avait gagné. Les discussions étaient engagées. Et finalement, Paramount, au dernier moment, est venu shipper le gros lot. C'est le deal du siècle, on va pas se mentir, hein, dans le monde du cinéma, dans le monde du streaming aussi, ça va changer beaucoup de choses, ça nous intéresse forcément à l'épisode suivant. On va en parler avec mes invités du jour, Charles Martin et Thibaut Gomez-Léal. Bonjour messieurs. Salut Clément. Vous allez bien ? Clément. Très très bien. Super. Vous avez sorti vos meilleures fiches Excel avec les résultats nets, les EBITDA, la valorisation, le capital, etc. J'espère que vous êtes à jour. On va vous représenter quand même si vous êtes 2 visages bien connus de l'émission. Thibaut, chef du service cinéma et streaming des numériques. C'est vrai. Toujours. Tu as écrit un peu sur le sujet, j'imagine, J'ai forcément. Écrit beaucoup sur le sujet. Je crois que tous les jours, tu as un peu son rebondissement. C'est un peu une telenovela, on va en parler. C'est notre série à nous, notre série un peu méta à nous. Et Charles, journaliste série chez Première. C'est ça, toujours. Ça va bien ? Super. Tu as écrit aussi dessus, j'imagine, Beaucoup, forcément. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai roman photo. Il y a des rebondissements tout le temps. C'était assez passionnant. Effectivement, voilà, c'est un peu à l'image de ce qu'est Hollywood. Il y a toujours des rebondissements dans les films. Il y en a aussi dans leur deal. Et c'est donc notre débat de la semaine. Voilà donc 3 mois que Warner Bros. Était en pourparlers avec Netflix. Officiellement, le conseil d'administration de Warner avait approuvé l'offre faite par Netflix pour le rachat de certaines de ses activités. Une offre qui se montait à 83 milliards de dollars. Ça faisait déjà un sacré paquet d'argent. Tout semblait rouler. Il y avait des voix évidemment dissonantes. Mais Paramount n'a pas lâché l'affaire. Et ils ont insisté. Ils sont revenus plusieurs fois avec des offres. Netflix les a laissés faire dans leur coin. Jusqu'à ce que, il y a quelques jours, Paramount arrive avec une offre de 110 milliards de dollars pour l'ensemble du groupe Warner Bros. Discovery. Ça a un peu fait douter cette fois le conseil d'administration de Warner qui se dit « Ah bon, peut-être qu'en fait, pourquoi pas ?» Et surtout, ça a poussé Netflix à renoncer. Netflix a abandonné son offre de rachat trop chère pour la plateforme de streaming. Paramount Skydance, qui est donc le groupe qui englobe aujourd'hui le studio Paramount, qu'on connaît bien quand on aime le cinéma, avec son logo en forme de montagne et les étoiles qui glissent sur le lac. Voilà, c'est un truc un peu iconique. Il y a aussi la plateforme Paramount+, pour ceux qui suivent l'émission, avec pas mal de séries dessus. Et puis des chaînes de télé. C'est un groupe média assez global, Paramount. Eh bien, ce groupe va désormais négocier les détails du rachat de Warner. Charles, Thibaut, est-ce que ça y est, c'est le point final de cette histoire ? On touche à... Peut-être pas la conclusion, parce qu'il va y avoir encore des négociations, mais on entre dans le dernier arc, comme on dit. Ah bah, pas du tout. Alors. Non, pas du tout. Pour le coup, c'est impossible. Je reprévois une autre émission dans 3 mois. Aujourd'hui, Sans aucun doute. Aujourd'hui, on peut pas dire que c'est le point final, puisqu'il y a 3 mois, on pensait que c'était le point final, que Netflix avait remporté le truc. Là, tout a basculé. Alors, tu dis Netflix s'est retiré. Le truc, c'est que Netflix a surtout pas voulu s'aligner. Ils auraient pu proposer 110 milliards à leur tour, et peut-être que c'est eux qui auraient remporté. Netflix a dit, nous, on paye pas ça vaut pas ça, c'est démentiel. Le truc, c'est qu'on ne sait pas du tout si ça va finir par se finaliser. Aujourd'hui, c'est Paramount qui a la main. C'est eux qui ont été choisis par les patrons de Warner. Mais il faut encore que tout ça soit validé par les autorités de concurrence, par les actionnaires. Encore un long chemin de croix avant que ça arrive. Et c'est d'autant plus fou que quand on regarde les chiffres, c'est le petit qui mange le grand. Parce qu'en fait, Paramount Skydance, si on regarde, c'est valorisé 14 milliards de dollars. C'est déjà une belle entreprise, mais c'est plus du tout le Paramount que ça a été pendant les grandes heures hollywoodiennes. Alors que Warner Bros, c'est 110 milliards de dollars. C'est vrai, après c'est toujours un espèce d'architecture un petit peu complexe où effectivement il y a la capitalisation d'un côté, mais il y a aussi les dettes de l'autre côté. Et puis tu as de l'argent de fonds privés qui rentrent dans l'équation. Là, effectivement, on sait que Paramount Skydance, ils ont eu beaucoup d'argent de la famille Ellison, puis aussi de Jared Kushner, qui est le gendre de Trump, etc. Donc il y a eu plein de fonds privés qui sont venus agrandir comme ça le paquet d'argent et faire que David Ellison, le fils Ellison, arrive et puisse dire
1000 milliards de dollars et, voilà. Et puis s'acheter effectivement Warner Bros. Discovery. Donc c'est un montage un petit peu complexe. Donc oui, effectivement, c'est un peu aberrant quand on regarde les deux forces en présence, mais mine de rien, dans un monde où l'argent est roi, c'est finalement celui qui dit le plus gros nombre, le plus gros chiffre qui l'emporte. Mais comme tu le dis, Charles, on est loin de voir le dernier acte se jouer parce qu'il y a effectivement tout le volet politique qui va rentrer en compte avec l'autorité de la concurrence. Il y a évidemment une décision fin mars des partis de Warner Bros. Qui doivent voter pour oui ou non, est-ce qu'on valide tout ça. Et puis, tout ça rentre aussi dans une image une peinture un peu plus large politique américaine, qui est que on est dans un mandat de Trump qui aujourd'hui a un peu la main, on va dire, sur le paysage politique américain, mais tu as les élections de mi-mandat qui arrivent en novembre qui risquent de changer un petit peu la donne à ce niveau-là. Parlons un peu de Netflix quand même, qui est donc pendant 3 mois était l'acheteur. C'était quasiment réglé, on pensait. Il y avait que des détails de concurrence, évidemment de validation de l'offre, etc. Ils ont donc abandonné cette histoire. On le disait pour des questions de prix. Leur offre était à 83 milliards. Paramount en a proposé 110. Ted Sarandos, le co-patron de Netflix, l'a dit très clairement, trop cher, ça ne valait plus le coup. Dans la foulée de cette annonce, le cours de bourse a monté de 14% quand même de Netflix. Alors ensuite, Paramount a monté de 20%, donc ça veut dire que c'est pas non plus un mauvais achat. Mais est-ce que ça veut dire que Netflix a eu raison de ne pas aller plus loin? Il y a une raison déjà au fait que le cours a augmenté, c'est qu'en se retirant du deal avec Netflix, Warner avait à peu près 2,8 je crois, milliards 2,8 milliards à payer de compensation voilà, pour rupture de deal. Il faut savoir que c'est Paramount qui va payer cette somme à la place de Warner, donc il va filer quand même 3 milliards de dollars à Netflix accessoirement. Donc pour Netflix quand même c'est plutôt un bon deal. Sur un an ils viennent de gagner 3 milliards en faisant pas grand chose à part quelques négos. Donc forcément l'action a grimpé d'un coup parce que prendre 3 milliards en chiffre d'affaires d'un coup c'est quand même plutôt jackpot. Après le fait qu'il se soit retiré, qu'il n'ait pas voulu s'aligner, ça se comprend aussi, il ne voulait pas s'endetter massivement parce que là il faut savoir ce que Paramount va prendre sur son dos. Ça va être des dizaines de milliards de dollars de dettes qu'il va falloir assumer pendant les années qui viennent. Et puis c'est ce que les insiders disent aussi, et puis c'est ce que les actionnaires de Netflix applaudissent aussi, c'est que Netflix a, on va dire, mis value over money, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont dit nous on va pas renchérir un peu comme comme Ellison l'a fait pendant des semaines et des mois. Nous on préfère effectivement s'en tenir à ce qu'on avait dit et s'en tenir à notre plan on va dire un peu sérieux de financement et de production et sur le long terme aussi, et on va dire être un peu sérieux dans notre proposition et dire non on va pas rentrer dans ce jeu là. Donc on va dire qu'ils ont gagné en termes de respectabilité dans ce deal là. Ils sont apparus plus matures. Ils sont apparus plus matures sur parce que c'est quand même une très très jeune boîte Netflix. Tout à fait. C'est vraiment une boîte qui a 20 ans, c'est quand même très très récent par rapport au studio historique dont on parle. Maintenant, quand on parle du retrait de Netflix, il faut voir aussi que Netflix, là, ils avaient une occasion en or de mettre la main sur un studio historique. Au niveau de la symbolique, c'était fou. Enfin, Netflix qui rachète Warner, qui est un studio Warner Bros, exactement, qui vient de fêter ses 100 ans il n'y a pas si longtemps. C'était dingue comme move. Ça disait beaucoup du poids de Netflix et du streaming aujourd'hui sur l'industrie. Le fait qu'ils se retirent, c'est à la fois sûrement plus sérieux d'un point de vue financier, mais à la fois un peu déceptif de leur point de vue, j'entends évidemment, parce qu'ils perdent l'occasion, et une occasion qui se représentera peut-être pas non plus, parce qu'il n'y a pas 12 studios historiques à Hollywood, non, il y a pas mal de fusions, et on ne sait pas bien qui pourront racheter à l'avenir. C'est important ce que tu dis, puisqu'il y a aussi une question d'image dans tout ce dossier. Pendant tous ces mois de négociations, etc., on a un peu eu l'impression qu'il y avait un narratif à Hollywood, que Netflix était un peu le grand méchant qui faisait peur à toute l'industrie. On a vu notamment des voix comme celle de James Cameron, qui à plusieurs reprises s'est élevé en disant « si Netflix rachète, c'est une catastrophe, ce sera la mort du cinéma tel qu'on le connaît, ils vont détruire les salles de cinéma, etc. » C'est un narratif qui revient régulièrement à Hollywood, alors que Paramount, Paramount, c'est à la base un studio de cinéma, assez ancien aussi, qui respecte entre guillemets les règles du jeu telles que les réalisateurs, etc., sont habitués à les connaître. Est-ce que c'est pas un peu désuet aussi cette opposition finalement d'avoir vu Netflix, qui a peut-être poussé aussi Paramount à y croire encore en se disant tiens, on a le soutien de l'industrie, ça vaut le coup de persévérer? C'est vrai que c'était un argument qui est ressorti beaucoup parce que d'un côté, on avait le géant de la tech. Il faut quand même rappeler que Netflix, certes, il fait du divertissement, mais c'est avant tout une entreprise de tech. Et on avait eu un studio historique, Paramount, qui est aussi pas très loin d'avoir même plus de 100 ans aussi également, qui était déjà dans le sérail. Et la grande inquiétude, on va dire, des acteurs de l'industrie cinématographique, tu as parlé de James Cameron, mais il y avait aussi Christopher Nolan, qui est donc président de la Directors Guild Association, la guilde des réalisateurs américains, qui était ce respect, ce respect, on va dire, de la fenêtre théâtricale
donc des salles de cinéma, qui est un business effectivement extrêmement important. Et à la limite, Paramount, dont c'est l'industrie historique, il n'y avait pas tellement de doute par rapport à ça, mais on pouvait craindre des choses de la part de Netflix. Donc c'est vrai que cette narrative, elle vient pas de nulle part. Donc il y a des craintes qui sont, on va dire, légitimes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que Ted Sarandos a dû encore et encore et encore, on va dire, mettre de l'eau dans son vin et depuis quelques semaines, voilà, accepter aussi de mettre plus de films et plus ils avaient donné des garanties. Ils avaient donné des garanties. Ils avaient dit voilà, nous, notre ambition n'est pas du tout de casser le cinéma. On achète un studio de cinéma dont la principale activité est la sortie des films en salle. Pourquoi est-ce qu'on le ferait si c'était pour casser la sortie des films en salle ? Ils avaient promis, juré. Là, après, on croit pas. Peu importe, c'est un autre débat. Mais ils avaient promis qu'ils feraient ça. Après, c'est sûr que Netflix, ils ont une image de géant du streaming et donc de films diffusés à la télévision qu'on pourrait qualifier il y a 50 ans de téléfilms. On en est là, ils font ça en opposition aux films de cinéma. Donc forcément, une entreprise de téléfilm qui achète une entreprise de cinéma, évidemment que ça a créé un énorme doute dans la tête de toute l'industrie. C'était une évidence. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas que Netflix a peut-être pas réussi son propre lobbying à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu les détracteurs de Netflix dans ce dossier. On a dit James Cameron, Christopher Nolan, qui sont des gens qui pèsent énormément sur les orientations de la partie artistique, on va dire, de cette industrie. Parce qu'il y a un truc qui est pas encore tout à fait réglé. David Fincher, par exemple, qui est quand même un mec qui a signé un contrat complet avec Netflix pour produire un nombre de films incalculable. Il y a un nombre de grands réalisateurs qui sont allés chez Netflix justement pour faire des films que les studios ne leur permettent plus de faire. Où étaient ces gens pendant toutes ces négociations ? On n'a pas entendu, je trouve, moi, des gens pour dire « Ok, Netflix a des défauts, ok, il faut mettre des garde-fous, mais ça reste quand même un acteur aujourd'hui indispensable. » En fait, on est encore dans une zone un peu grise. Comme on disait tout à l'heure, Netflix, c'est une boîte très jeune. L'industrie du streaming, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a une décennie. C'est quand même vraiment encore tout frais. On ne sait pas exactement comment gérer le cinéma made in Netflix, made in streaming, Netflix ou Disney+, ou les autres d'ailleurs. On ne sait pas exactement comment incorporer ça aux fenêtres traditionnelles. Comment est-ce que Netflix fait pour sortir un film en salle et le mettre en streaming ? Est-ce qu'on le fait en même temps ? Est-ce qu'on le fait juste après ? Est-ce qu'on regarde la fameuse fenêtre des 45 jours dont on parle depuis des semaines aux États-Unis ? Sans même parler de la chronologie des médias en France qui offre un casse-tête encore plus, mais qui est vraiment à part. On ne sait pas encore exactement comment tout ça s'imbrique. Donc c'est cette peur et cette incertitude, ce doute profond de ce que deviennent les films de salle qui aujourd'hui fait qu'il y a un doute sur Netflix et sa volonté de faire du cinéma de salle. Est-ce que Netflix a quand même gagné des points ? Je pense que oui. Et que si demain, peut-être pas demain, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mettons qu'il y a un autre studio un peu important, peut-être pas du niveau de Warner, parce qu'on disait il y en a peut-être 5 des majors encore aujourd'hui, mais un gros studio venait un peu à flancher, devait être acheté. Est-ce que Netflix, s'il tentait le coup, je pense que Netflix, moins loin, quoi. je pense que Netflix déjà il ne referait pas les mêmes erreurs, notamment sur cette effectivement question de fenêtre de diffusion en salle. Mais je pense que oui, Netflix a quand même gagné des points. On a parlé de respectabilité et voilà de sérieux, on va dire, dans l'industrie. Et ça permettrait à Ted Sarandos d'affiner ce fameux discours sur le respect de la fenêtre de salle. Comme tu as dit, Charles, on est dans une zone un petit peu post-Covid. Depuis le Covid, on est dans une zone un petit peu floue. Et il faut quand même rappeler, il faut quand même dire que cette fenêtre de 45 jours, actuellement, encore tous les ans, les films en salle varient, leur disponibilité en streaming varie entre 17 jours pour Furiosa l'année dernière jusqu'à parfois 200 jours pour F1. Donc en fait, cette fenêtre-là, elle est un peu au cas par cas, y compris dans tous les studios un peu traditionnels. Et c'est pas seulement Netflix qui décide ça un peu à la volée. Donc c'est vraiment une question qui est encore flottante dans l'industrie actuellement. Mais bon, Netflix, c'est un studio de cinéma de toute façon déjà. Et ça, c'est vrai que l'industrie a du mal à l'accepter aujourd'hui parce que évidemment, il ne passe pas par les circuits des salles traditionnelles, en tout cas pas suffisamment longtemps pour que ce soit bien accepté. Il n'empêche que c'est déjà un studio de cinéma. Tu parlais de Fincher, il y a plein de réalisateurs qui tournent pour le studio Netflix. Le fait qu'ils absorbent Warner aurait permis à ce studio-là de gagner évidemment en respectabilité. C'est ça qui est recherché. S'ancrer effectivement. Et ils sont actuellement en train de construire dans le New Jersey un énorme complexe de studios à eux, Netflix. Donc ça montre qu'ils ont vraiment une ambition à aller sur ces territoires-là. Qui peut-être rassurera à l'avenir les acteurs de l'industrie hollywoodienne. Dans l'épisode suivant, on s'intéresse au streaming, quand même, c'est le principe de l'émission. Et il y a un gros morceau de ce deal qui concerne les plateformes de streaming, puisque chacun des deux acteurs a sa plateforme. Paramount a Paramount+, évidemment, et Warner a HBO Max. Le patron de Paramount s'est exprimé il y a quelques jours, avant-hier, je crois, donc David Ellison, pour évoquer justement ce sujet des plateformes de streaming qui est assez essentiel. Il évoque une fusion. Il dit, voilà, Paramount+ pourrait tout à fait fusionner ses activités avec HBO Max, probablement au sein d'une unique plateforme. Alors,
quel serait le nom de cette plateforme, Paramount, HBO Max+, on trouvera bien quelque chose. Mais ça pourrait donner lieu à un nouveau géant. Alors, Ouais. pas du niveau de Netflix, encore, en termes d'abonnés. Je crois qu'on ne serait Alors, pas ouais. encore à ce niveau-là. On serait à Mais 200 quand même. millions d'abonnés, je crois, Il y a 200 en millions. faisant les comptes. Thibaut, je sais pas, tu as dû faire les Il est encore calculs très aussi. loin de Netflix qui est à plus de 300. 360, là, Ouais, je crois, voilà, Netflix. Donc là, il serait à 200. Il serait au niveau de Prime Video, mais Ouais. Prime Video, Oui, c'est on un sait peu que particulier, c'est particulier. utilisateur actif. Oui. Il serait par contre bien au-dessus de Disney+, qui est à, je ne vais pas dire de bêtises, 165. Ouais, j'ai lu exactement, 150 tout à fait, hier, je Ouais, crois, dans ces eaux-là. autour de Ouais. 150. Donc il serait le troisième acteur ou deuxième acteur du streaming mondial, ce qui serait évidemment Ça, pour le coup, c'est un bouleversement parce que, à part, ce sont deux petites plateformes. Ouais. Alors, aux États-Unis, Oui, elles ont plus de poids que chez nous, c'est toujours pareil. Mais si on regarde en France, par exemple, Paramount+, HBO Max, c'est deux petits acteurs qui Oui. partagent Ouais. des bouts de miettes de ce qui reste des trois grands. Quoi. Paramount Plus est même complètement intégré au catalogue Canal+, enfin MyCanal aujourd'hui. Donc quand la plateforme s'est lancée, c'était tellement compliqué pour elle de trouver sa place en France qu'elle a préféré fusionner avec Canal+. Et donc tout est disponible sur Canal+, aujourd'hui, sur MyCanal. Laquelle des deux plateformes a le plus à gagner à ce rapprochement aujourd'hui? Paramount, clairement, Ouais. parce que HBO, on dirait HBO Max, il y a déjà 100 millions d'abonnés dans le monde, et notamment effectivement cette marque HBO qui est extrêmement forte. On en parlait hors antenne, mais évidemment il y a des grosses franchises comme Game of Thrones, et il y a Harry Potter qui arrive l'année prochaine, qui s'annonce d'être l'événement télévisuel pendant au moins une décennie. Donc clairement Paramount, ils sont très contents de récupérer ça dans leur besace. Mais voilà, ils vont se retrouver avec la même question que finalement Warner et Discovery avaient il y a quelques années quand ils ont fusionné Warner Bros et Discovery ensemble. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette marque HBO? David Ellison l'a dit, on va la préserver, on va la mettre de côté. Mais finalement c'est la même réflexion. Comment incorporer quelque chose d'aussi prestigieux qu'HBO, qui peut exister en tant que tel, à un catalogue qui finalement mélange autant de la télé-réalité que Ouais. Après, moi je suis pas très inquiet là-dessus. C'est plus une question de titraille. Oui. Il faut trouver Ouais. le bon D'angle, titre, la bonne manière ouais. de la vendre. En termes créatifs, Ellison a déjà promis, alors après, c'est la même question, est-ce qu'on le croit ou pas, a déjà promis qu'il ne toucherait pas HBO, que les créatifs d'HBO auraient les mains libres pour faire ce qu'ils savent faire. Et moi j'ai envie de le croire parce qu'ils n'ont aucun intérêt Il n'y a pas d'intérêt. à aller embêter HBO sur un truc qui est évidemment mis au panthéon systématiquement dès qu'ils font une série. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils iraient empêcher ça, quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter pour le label de qualité HBO, justement, Ah qui non, ne va pas se fondre dans le... Non, la preuve, Que Warner, Paramount Plus, c'est assez peu lisible pour nous quand même comme plateforme. C'est que c'est un peu gros sabot, il y a des séries un peu très américaines, ou alors beaucoup de télé-réalité, des choses comme ça, un peu, je ne vais pas dire que ça tâche, mais c'est pas la subtilité d'HBO en tout cas, quoi. Non, mais Warner a enlevé le logo HBO. Souvenez-vous de HBO Max. Ils avaient juste fait Max pendant 1 an et demi. Ouais. Oui, Et puis ils sont revenus sur cette décision. Ils ont fait l'erreur tellement là. la marque est Il forte, faudrait être complètement stupide de la part de Paramount de refaire cette erreur là, sûr. alors que Warner a montré que ça ne marchait pas. Donc non, je pense qu'on ne devrait pas Après, tu as s'inquiéter raison, par rapport à ça. c'est vrai que il y a deux types de productions très différentes entre celle de Taylor Sheridan, qui est donc toutes les séries Yellowstone et dérivés, qui alimentent Paramount Plus. le showrunner massivement. star de Paramount Plus. Voilà. Puis il y a Star Trek aussi. Et puis il y a Star plein de Trek aussi, choses. exactement. Je pense que tout ça, c'est pas forcément antinomique, ça peut être complémentaire, c'est des offres un peu différentes. Je pense que le consommateur peut s'y retrouver sur tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est toujours plus simple d'avoir tout sur une même plateforme plutôt que de devoir s'abonner 3 fois. La réponse, ce qu'on ne sait pas, c'est le prix. Combien ça va nous coûter? Qu'est-ce qu'ils vont augmenter? Qu'est-ce que ce sera un bundle? Est-ce que ce sera... Moi, je peux vous tout annoncer d'un un truc, coup ça va augmenter. Voilà, je ne suis pas devin, mais Et puis en France, nous, ce qu'on disait tout à l'heure, les séries Paramount, elles sont sur MyCanal. Donc qu'est-ce qui va advenir du deal des séries Paramount avec MyCanal? Je ne sais même pas jusqu'à quand court ce deal. Sachant que tout ça, on le verra sans doute pas avant 2027, voire 2028, ça va parce que le temps que ça se très, décide, très long, le bien temps sûr. que ça se crée, le temps que techniquement ça prenne forme, on aura le temps de faire plusieurs émissions d'épisodes suivants. Si le deal se fait. Si le il y, deal aura, se fait. il y aura quand même un dernier point, une inquiétude un peu, on en a parlé, politique, puisque donc Paramount est dirigé par David Ellison, qui est le fils de Larry Ellison. Larry Ellison, c'est un magnat de la tech, créateur de la boîte Oracle, qui est un des plus grandes boîtes de tech aux US. Et c'est surtout un très grand ami de Donald Trump, un de ses plus grands soutiens qui a donné des fonds pour sa campagne, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, tu l'évoquais tout à l'heure un peu Thibaut, que ce soit aussi une façon détournée pour la sphère Trump, MAGA, etc., de mettre la main sur Hollywood, sachant que Trump n'a cessé de vitupérer contre Hollywood régulièrement, contre ces wokistes, etc., qui pullulent dans cette industrie hollywoodienne. C'est clairement un enjeu qui se joue actuellement. De toute façon, tous les studios, que ce soit Netflix, Warner, Disney, utilisent leur production pour partager leur idéologie, quelle qu'elle soit.
que ce soit une idéologie, on va dire, extrême comme celle de Ellison, Trumpiste comme celle de Ellison, c'est pas étonnant qu'effectivement aujourd'hui Trump utilise ce levier-là. Après, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, il y a quelque chose qui joue actuellement aux États-Unis, qui est qu'effectivement Trump, là, il a pas mal de pouvoir, il a un peu l'avantage républicain à différents niveaux actuellement, mais l'élection de mi-mandat qu'il va sans doute perdre, comme tous les présidents américains avant lui, en novembre, risque de rééquilibrer un petit peu les forces, à voir s'il acceptera le résultat, à voir ce qui va se passer à ce Et il moment-là. aura peut-être d'autres chats à fouetter que... Exactement. Il faut tempérer un petit peu. C'est vraiment Larry Ellison père, qui est plutôt un proche de Trump, le patron de Paramount Skydance aujourd'hui, David Ellison le fils. Lui est pas spécialement ami avec Trump. Il a financé la campagne de Joe Biden en 2024. Donc lui, il n'est pas politisé. Et en tout cas, il ne s'est jamais affiché comme étant politisé. Maintenant, c'est évident qu'il faut faire attention à toute ingérence politique dans un groupe média aussi puissant que celui qui est en train de se créer. Très bien, et ben on va suivre ça. Et puis effectivement, comme le disait Thibaut, de toute façon, ça va prendre encore un sacré paquet de temps. Il va falloir passer beaucoup d'autorités différentes pour valider ce deal. C'est quand même deux grosses entités, l'antitrust, l'anticoncurrence aux États-Unis. Va peut-être voir aussi des points, peut-être d'ailleurs sur Paramount Plus et HBO Max, peut-être qu'ils diront que c'est peut-être trop gros, peut-être qu'il faut céder certaines choses, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je vais déjà programmer d'autres émissions sur le thème. Voilà. On reviendra. On va gagner du temps, mais si on va se donner des rendez-vous après l'émission, on va se noter nos dispos pour en reparler régulièrement, faire un point d'étape sur ce dossier. Et en attendant, nous, on va quand même finir l'émission avec des séries. On va parler un peu de séries pour changer. C'est les séries de la semaine. Allez, on regarde quoi cette semaine sur nos écrans? Une série qui vient de sortir et une série qui est sortie depuis longtemps. Voilà, on va panacher un tout petit peu. Je commence avec la plus récente, c'est La Tienne Charles. Série qui sort ce 4 mars, c'est demain quand on enregistre. C'est sur Prime Video, c'est Young Sherlock, c'est le nom, et non pas Young Sheldon, ne pas confondre avec le spin-off de The Big Bang Theory. Donc Young Sherlock comme Sherlock Holmes, et c'est une série de Guy Ritchie qui revient donc au personnage après les films avec Robert Downey Jr. Ouais, exactement. En fait, ça pourrait être un peu, je sais pas, repoussant sur le papier. Moi, ça l'est, je vais pas te mentir. Les affiches me donnent pas envie. On se dit, oh là là, on va se taper un jeune Sheldon façon Enola Holmes. Et en fait, c'est pas du tout relou comme ça. C'est extrêmement bien mis en scène. Donc, Guy Ritchie qui avait fait ces deux films il y a 10-15 ans. Le dernier, c'était Jeu d'ombre il y a 10 ans. Plus que ça même. Et donc là, en fait, il fait vraiment un préquel à ses films. Et c'était pas tout à fait présenté comme ça au départ. On comprend quand même très très vite que ça peut parfaitement s'imbriquer dans le puzzle cinématographique qu'il avait construit il y a 20 ans. Ça marche très très bien parce que le casting est super. C'est plein d'énergie, c'est plein de bonnes trouvailles. Il y a Colin Firth qui joue un prof d'Oxford un peu désagréable, qui le fait très très bien. Il y a plein de petits trucs dedans. Et il y a la mise en scène de Guy Ritchie qui réalise au moins les deux premiers, et puis qui produit tout, qui a écrit. Comme souvent, donc voilà, on est vraiment sur la touche de Guy Ritchie. Si vous aimez le style Guy Ritchie, vous allez le retrouver ici. Le côté The Gentleman et tout, on est vraiment dans cette mise en scène hyper dynamique, hyper rythmée, un peu pulp et tout, il y a vraiment de ça, quoi. Et qui installe un peu Guy Ritchie comme un showrunner maintenant aussi, ce que j'allais dire, il enchaîne les séries à un rythme assez dingue. Alors lui, il est un peu comme Ryan Murphy, on ne sait pas où il trouve le temps de faire ça, parce qu'il fait quand même encore des films entre-temps. Mais c'est vrai qu'il produit énormément de séries. On parlait de Gentleman juste avant, il y avait celle-là, il y en a d'autres encore, moi je ne les ai plus en tête. Il y a quasiment une série par an, voire même deux. C'est une marque maintenant, Guy Ritchie. Il a vraiment trouvé une patte, un ton, et qu'il arrive à reproduire, franchement. Et honnêtement, c'est vraiment très bien fait, c'est très bien exécuté, quoi. The Gentleman était une très bonne série, tout est relatif, mais c'était une bonne série. Là, c'est pareil, il n'y aura pas de 12 Emmy Awards pour Young Sherlock, mais c'est une vraie bonne série de divertissement, quoi. Comment ça s'appelait? Il y en avait une sur Paramount Plus aussi, non? Il n'a pas sorti une avec Pierce Brosnan. Mais si, Mobland. Mobland, voilà. Mobland. Génial, Mobland. Je n'ai pas encore eu le temps de voir, mais qui paraît-il était bien aussi. C'était très bien. Voilà, ça fait des arguments pour donc aller regarder Young Sherlock. Ça démarre donc ce 4 mars sur Prime Video. Il y aura 8 épisodes. C'est le choix de Charles. Et on va terminer, Thibaut, donc toi avec une découverte tardive. Mais je ne vais pas te blâmer, puisque alors moi je ne l'ai pas vu la série, donc je suis encore plus tardif que toi. C'est la série allemande Dark, qui est sortie il y a 10 ans sur Netflix, qui était à l'époque un petit événement, parce qu'on disait c'était probablement la première série allemande de Netflix, ça c'était sûr, mais peut-être même la première série européenne à l'époque, première production faite en Europe. Pourquoi tu te mets à Dark maintenant?
comment on dit il n'est jamais trop tard en allemand, je ne sais pas. Alors, c'est pas moi qui vais Mais t'aider, c'est vrai que espagnol. c'est vrai que nous, dans notre travail, on brasse beaucoup d'actualités, on brasse beaucoup de séries et d'actualités. Ouais. Et c'est vrai que pour sortir un peu du feu d'actualité, j'aime bien regarder des vieilles séries, alors que ce soit Rome sur HBO ou ici Dark. Dark, c'était parmi les séries un petit peu cultes de Netflix que j'avais jamais vues. Et ça a été l'occasion de s'y plonger. Souvenez-vous, c'est sorti en 2017, donc il y a quasiment 10 ans, à une époque où Netflix venait de faire The Crown, venait de faire la première saison de Stranger Things, donc venait commencer comme ça à élargir et agrandir ses ailes, et notamment produire des séries en Europe, en Allemagne, en France, etc. Et donc Dark est sorti, et c'est un mélange assez sublime de drama policier, de vraiment série policière extrêmement sombre, avec une disparition d'enfants, et en même temps de fantastique, avec du voyage dans le temps, une espèce de quête un petit peu métaphysique, avec cette intrigue chorale, avec une flopée de personnages qui voyagent comme ça entre les époques, etc. etc. C'est sublimement écrit, c'est sublimement réalisé. Et ça n'a rien perdu de sa puissance 10 ans après, parce que mine de rien, moi je suis sorti là il y a quelques mois de Derry, la série sur HBO Max. On est sorti de la 5e saison de Stranger Things. Mine de rien, Dark, ça raconte à peu près les mêmes choses. Ouais. Ça vient comme ça lorgner du côté de Stephen King, et ça a en même temps sa propre identité teutonne, véritablement. Donc non, c'est assez brillant, et je suis très content de rattraper ça aujourd'hui. Il y a 3 saisons, 28 épisodes ou 26 épisodes. Je crois. Et c'est extrêmement efficace, et je le conseillerais à tout le monde. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Et regardez Dark. Le mot, Si de, vous la, l'avez le pas mot de la vu. sagesse, c'est donc pour Thibaut. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir des. Est-ce que c'est une vieille série? J'allais dire une vieille série, 10 ans, c'est pas si vieux au Non, fond. même pas 10 Mais ans. Non, c'est déjà 10 ans. Non, À l'ère du streaming, où on voit des séries qui sortent tous les 2 jours quasiment sur les plateformes, c'est une vieille Oui, série. mais comme elles sont disponibles, il ne faut pas hésiter à se Voilà, replonger mais dedans c'est vrai et à que découvrir des choses qu'on c'est- aurait loupées. C'est pas une mauvaise chose de sortir du rythme infernal aussi Exactement. des sorties, Du calendrier. et parfois se dire ok, je laisse cette nouveauté qui a l'air juste moyenne de côté, c'est pas grave, et je vais peut-être aller regarder ce grand classique, ou en tout cas cette très belle série qui s'appelle Dark. Voilà, si vous avez Netflix, comme beaucoup de gens, mais que vous ne l'avez pas regardé parce que c'est en allemand, et vous avez peut-être eu un peu peur à l'époque. J'en fais partie, j'ai fait espagnol en LV2, donc l'allemand ça ne me parle pas. Voilà, peut-être que je vais me mettre à Dark grâce à toi aussi. Thibaut, merci beaucoup. Je rappelle, Thibaut, donc on peut te lire sur le site des Numériques. Tout à fait. Pour suivre le dossier Paramount Warner, évidemment, mais aussi tes critiques de séries et tes actus sur les plateformes. Et merci à Charles Martin. Merci. Clément. Ça faisait un moment que tu n'avais pas vu dans l'émission. C'est vrai. Première a connu une période assez compliquée, on va le dire. Il y a eu un redressement judiciaire qui a duré assez longtemps. Mais bonne nouvelle, un repreneur a décidé de prendre en main le dossier. Première va continuer d'être publiée. Continue toujours. Sur le site, évidemment, le site existe Cette toujours. année, c'est 50 ans. Voilà, une Dingue. bonne raison Le de magazine, continuer. cette année, c'est 50 ans et on est toujours là. Et voilà, c'est toujours aussi essentiel. On disait, il y a un flot de séries, de films qui n'arrêtent pas de sortir. On ne sait jamais où tourner le regard. Et allez, C'est à ça que sert, voilà, la concert. C'est à ça la qu'on presse sert. culturelle, la presse Voilà. série, notamment pour nous, en ce qui me concerne, est essentielle. Donc allez lire les critiques de Charles, les actus de Charles. Ça fait toujours des bonnes idées si vous ne savez pas quoi regarder devant votre télé le soir. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci Clément. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir vu si vous nous avez regardé sur YouTube ou en replay. L'émission, elle est à rattraper partout si vous a manqué une petite partie. Le début, quelque part, si vous nous avez regardé sur la chaîne Tech & Co, c'est dispo sur le site BFM Tech. Les deux noms, ça y est, je commence à bien m'y faire maintenant. C'est disponible évidemment sur YouTube et surtout toutes les plateformes d'écoute si vous préférez nous écouter dans le métro ou en voiture quand vous allez travailler le matin ou le soir quand vous rentrez. Toujours une bonne idée. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Salut!